Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Cultiver son savoir. Ce n'est pas d'hier que l'on nous parle des changements climatiques. Et de plus en plus, ils se manifestent partout sur notre planète, alors que leurs conséquences impactent directement notre quotidien. Notre invité, Alexandre Roy, est professeur au département des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Notre sujet, le changement climatique dans le Nord, vu du ciel. Allons à la rencontre immédiatement du professeur Roy. Bonjour Alexandre Roy. Bonjour Luc. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Ouais, merci beaucoup d'être des nôtres. Aujourd'hui, on va parler de changement climatique qui impacte beaucoup la société et qui, à certaines limites, peut être inquiétant aussi. On n'ira pas trop dans l'inquiétude, on va davantage aller sur le sujet qu'on a, c'est-à-dire au niveau du Nord, les changements climatiques vus du ciel. En même temps, peut-être nous parler un peu plus justement de ce concept-là, vu du ciel, au niveau des changements climatiques. Ben, c'est ça. Fait que le changement climatique, je pense qu'on en parle beaucoup. Tout le monde est au courant un peu. Il y a plein, dans les médias, un peu partout, on en entend beaucoup parler. Mais moi, quand je parle du ciel, dans le fond, c'est dans mon laboratoire de recherche sur la télédétection nordique. Fait qu'on utilise, quand on parle des changements climatiques vus du ciel, c'est parce qu'on utilise la télédétection. Et la télédétection, si vous en parlez un peu plus. Fait qu'en gros, c'est des satellites. Fait qu'en fait, on a fait que la NASA, il y a des agences spatiales, que ce soit l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale canadienne, la NASA, qui vont lancer des satellites autour de la Terre. Puis sur ces satellites-là, on va mettre des appareils photos, que ce soit des instruments, des capteurs, micro-ondes, peu importe. Et puis, ces instruments-là vont prendre des photos de la Terre. Et puis, c'est ces photos-là, on va utiliser ces photos-là, dans le fond, pour faire le suivi, comprendre le changement climatique, mais aussi comprendre comment ces changements climatiques-là vont impacter l'environnement. On peut le faire un peu partout sur la Terre, puis ça se fait, là, il y a différents produits qui se font là, pour comprendre les changements climatiques au niveau terrestre. Mais moi, dans mon laboratoire, là, on se concentre surtout sur les changements climatiques dans les milieux nordiques. OK. Et puis, dans votre laboratoire, il y a combien de personnes avec vous? Alors, on a 7 doctorants, à peu près 4-5 maîtrises et puis 3 postdocs. Fait qu'on a une quinzaine de chercheurs là, à travailler sur différents sujets. Là. On va en reparler plus pendant l'entrevue, mais on a différents projets. Mais c'est ça. Fait que l'idée, c'est vraiment qu'on utilise la télédétection pour comprendre les changements en lien avec les changements climatiques. Vous parlez de la NASA, là. Est-ce que c'est parce que vous avez un lien aussi avec la NASA? Vous avez c'est ça. Vous interférez ensemble? Ou... Oui, ben c'est ça. Fait que une de nos grandes expertises, dans le fond, dans mon laboratoire, c'est notre expertise pour aller prendre des mesures dans le Nord. Fait que c'est des conditions quand même assez difficiles. Il fait froid, c'est éloigné. Fait qu'on a cette expertise-là. Puis dans le fond, fait que la NASA, eux, comme un des projets sur lesquels on travaille, c'est SMAP, qui s'appelle Soil Moisture Active Passive, en fait, qui est un satellite qui essaie de mesurer l'humidité du sol. Donc ça, la NASA a lancé ce satellite-là en 2015. Donc depuis 2015, il tourne autour de la Terre, prend des mesures pour mesurer l'humidité du sol. Et puis, nous, dans ce cadre de ce projet-là, on est allé beaucoup sur le terrain, que ce soit dans le Nord, en forêt boréale aussi, pour mesurer l'humidité du sol, mais aussi la neige et puis la végétation, pour essayer de valider, améliorer les produits du satellite de la NASA. Oui, c'est ça, parce que comme vous le mentionniez, photos via le satellite, mais vous allez comme corroborer ce que vous avez trouvé avec les photos sur le terrain comme tel. Exactement, c'est ça. Fait que dans le fond, la télédétection, ça le dit télé, donc c'est à distance, détection, donc c'est une mesure qui est à distance, donc c'est pas une mesure directe, donc on mesure pas les variables d'intérêt, que ce soit au niveau de la végétation, au niveau du sol, au niveau de la neige. Fait que c'est ça. Fait qu'on a un satellite qui prend certaines mesures radiométriques avec des ondes électromagnétiques. Et puis nous, c'est ça. Fait qu'on va aller sur le terrain, mesurer ces variables-là, puis corroborer ces deux. Sur le terrain, oui. Y allez-vous 3 fois par année, 2 fois par année? Ça dépend. Cette année, là, cet été, j'ai été dans le Nord pas mal tout l'été. Ah oui? Sinon, comme on disait, là, on travaille beaucoup là, sur différents aspects là, des changements climatiques. Donc, on travaille beaucoup sur la neige. Donc, souvent, on va 2-3 fois par année là, dans le Nord pour mesurer la neige. Là, maintenant, j'ai des projets de plus en plus l'été, justement, là, sur qu'est-ce qui est humidité du sol, des nouveaux projets sur la végétation. Fait que, c'est ça. On y va souvent, puis c'est ça. Puis j'ai un groupe de recherche aussi, donc j'ai souvent des étudiants qui y vont, et puis... Puis relativement à la neige, ça fait combien d'années que vous y allez? Moi, j'ai commencé mon doctorat sur la neige là, en 2009. Fait que depuis 2009, dans le fond, que je vais dans les régions nordiques. Vous avez vu des changements sensibles, là, vraiment, là, au niveau depuis ce temps-là.
Ben, à vue, c'est sûr, avec les satellites, on le voit très bien. Puis, les changements climatiques, c'est plus, c'est rapide. Les changements climatiques sont très rapides, mais à vue d'homme, c'est peut-être pas évident à voir nécessairement. Okay. Fait que moi, de 2010, ça fait 12 ans que je vais dans le Nord. Puis je vais pas nécessairement toujours au même endroit. Donc, fait que ces changements-là, je les perçois pas nécessairement. Par contre, les communautés nordiques, eux, le perçoivent. Eux okay. sont là depuis des temps, depuis des milliers d'années. Puis il y a beaucoup la tradition parlée très forte aussi. Et puis, donc, c'est ça. Donc, eux vont le dire, puis ils connaissent leur, ils disent, that's our land. Ils connaissent leur terrain. Ouais. Puis eux, ils voient les changements climatiques. Puis eux, c'est sûr qu'ils l'utilisent, donc, pour aller chasser, que ce soit en skidoo, se déplacer. Peu à peu, ça change leur vie. Leur façon, c'est ça. Leur mode de vie est en train de se transformer. Puis, eux, ils vivent, ils le voient au quotidien. Tandis que nous, en tant que chercheurs, ben, c'est plus avec des instruments. Donc, genre, avec la télédétection, là, on va le voir. Mais tu sais, si tu y vas 2 semaines, puis tu reviens, des fois, tu as un épisode de pluie, mais c'est pas ça le changement climatique. Le changement climatique, c'est quelque chose qui se fait sur une trentaine d'années. Donc, ouais, au niveau du Nord, j'aimerais ça qu'on revienne justement pour les actions que vous posez quand vous y allez. C'est sûr, on parle de la neige, on parle de la végétation, on parle du sol en lui-même. Ben c'est ça. Fait qu'on travaille vraiment sur ces 3 aspects-là. Fait que la neige, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que évidemment, donc avec le changement climatique, il fait de plus en plus chaud. Donc l'hiver, il y a de plus en plus de précipitations d'eau pendant l'hiver. OK. Fait qu'il y a de moins en moins de neige en général. Et puis, mais qu'est-ce qui va changer beaucoup au niveau de la neige, c'est le début et la fin de la saison de neige. Fait que c'est sûr que si le changement climatique, s'il fait plus chaud, la neige, dans le fond, va fondre plus rapidement au printemps. Okay. Puis à l'automne, la neige va apparaître plus tard aussi. Ce qui fait que la véritable saison d'hiver est Elle vraiment... commence à puis pour les communautés nordiques, eux autres, pour chasser, en fait, les transports le plus facile, dans la toundra, dans le nord, les transports le plus facile, c'est l'hiver. C'est en skidoo, c'est sur la neige, parce que tu peux voyager sur la glace, sur les lacs, sur la neige en skidoo, ça se fait super bien. Tandis que l'été, c'est vraiment difficile sur la terre, c'est très difficile de se déplacer parce que c'est des milieux humides, c'est des terrains très raboteux, très marécageux. Okay. Donc pour eux d'avoir comme ça une saison qui se raccourcit, ça devient compliqué effectivement. Sinon, au niveau de la végétation, fait que ça, c'est la neige. Fait que la neige, clairement, que ça change beaucoup. Sinon, au niveau de la végétation aussi, donc avec un changement climatique, donc dans le nord, il fait de plus en plus chaud. Oui. Et puis, donc, la végétation, ben une température qui augmente va profiter de cette augmentation de température-là. Okay. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire, encore une fois, avec les satellites, c'est de voir qu'est-ce qui a créé, comment que la végétation change. Oui, c'est ça, parce que bon, autrefois, on nous parlait du lichen, mais là, maintenant, on doit parler probablement de d'autres variétés de plantes. Ben c'est ça. Puis tu sais, souvent, quand on parle souvent du verdissement du Nord ou tu sais, le changement climatique, la végétation va monter dans le Nord, mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Parce que dans le fond, tu sais, on s'imagine la forêt boréale va migrer vers le Nord, mais en fait, c'est pas ça qui arrive, c'est que le changement climatique va trop vite. Le changement climatique va trop vite. La végétation, dans le fond, il faut qu'elle migre, donc il faut qu'il y ait des graines qui montent. Puis elle peut migrer peut-être une 50aine de kilomètres par année maximum. Elle peut pas aller plus vite que ça. Puis le changement climatique va plus vite que qu'est-ce que la forêt boréale est capable de faire. Fait que c'est des grandes surfaces qui restent à découvert. Il reste pas à découvert, c'est qu'est-ce qui arrive. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça la shrubification ou l'arbustation. Fait qu'en fait, c'est d'autres, fait que c'est pas la forêt boréale qui monte. C'est un autre type de végétation. C'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment un changement d'écosystème complet. Fait qu'on appelle ça l'arbustation. Fait que souvent, c'est des petits arbustes. Souvent, on parle beaucoup du bouleau glanduleux, dans le fond, qui ressemble pas du tout là, au bouleau qu'on a. Là, c'est un petit arbuste avec des petites feuilles là, rondes. Et puis, donc, c'est ça. Fait que c'est ces arbustes-là qui vont prendre la place. Donc, ils vont profiter de la chaleur, qui vont prendre la place, qui vont pousser. Puis c'est ça, souvent, c'est des petits arbustes. Puis c'est ça. Puis tant que c'est des feuilles aussi, donc ils vont, avec la télédétection, on va les voir très, très bien. Fait qu'on a des cartes comme ça dans temporelles. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'avec les satellites, maintenant, on est capable de retourner jusqu'en 1980. Okay, parce que les premiers satellites ont été lancés là. Donc, on peut voir depuis 1980 un verdissement de l'Arctique. Puis là, maintenant, on commence à comprendre que ce verdissement-là est en lien avec ce qu'on appelle l'arbustation. Donc, puis c'est ça. Puis comment, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ben c'est ça qu'on essaie de comprendre, de voir. Puis c'est un nouveau écosystème qui est en train de se créer. Fait que comment que les animaux vont s'adapter à ça? Comment que les communautés vont s'adapter? Fait que c'est ça qu'on essaie de comprendre. Fait qu'un des aspects de notre recherche, là, c'est beaucoup ça. Au niveau de la glace comme telle, vous
travailler davantage chaud? C'est plus la neige, puis le sol? En fait, on va travailler sur j'ai quelques projets sur la glace de lac. Oui. On a travaillé un petit peu sur la glace de lac. Ça, c'est la même chose, dans le fond. Fait que le début et la fin de l'englacement des lacs est en train de se rapetisser beaucoup aussi. Mais sinon, un aspect que moi, je travaille pas beaucoup, c'est la glace de mer. Fait que ça, on va voir. Puis en fait, quand on parle, pourquoi travailler ces changements climatiques dans le nord? Ben, c'est parce que les changements climatiques sont jusqu'à 3 fois plus importants dans les régions nordiques. Et puis une des grandes raisons pour ça, c'est qu'à cause que la glace de mer est en train de fondre. Et puis donc la glace de mer, en fait, fait que l'Arctique, dans le fond, c'est un océan. Fait que c'est un océan arctique. Donc, quand on a une glace de mer comme ça, la glace de mer, on va avoir de la neige qui va s'accumuler dessus. Et puis cette glace-là va avoir un effet réfléchissant très, très fort. Donc, elle va réfléchir le rayonnement solaire. Fait que le rayonnement solaire qui arrive, qui normalement réchauffe la Terre, va être réfléchi par la neige. Puis cette énergie-là va quitter le système terrestre. Okay. Par contre, si la glace de mer fond, là, on va se retrouver avec un océan d'eau. Et puis donc, le rayonnement solaire, quand il va arriver sur la surface d'eau, ce rayonnement-là, cette énergie-là va être absorbée par l'océan, par l'eau. Donc, l'océan va se réchauffer, va réchauffer l'air. Donc, quand on parle d'une rétroaction positive, dans le fond, donc, plus qu'il fait chaud, moins j'ai de glace de mer. Plus que l'océan va absorber de chaleur, plus qu'il fait chaud, moins j'ai de glace de mer. Donc, c'est une des rétroactions positives les plus importantes. Puis c'est pour ça que le changement climatique est particulièrement important dans les régions nordiques à cause de cette rétroaction-là. Fait que la neige a un peu le même effet. Donc, plus que j'ai de neige, plus que je réfléchis le signal. Donc, plus qu'il fait chaud, moins j'ai de neige, moins je réfléchis le signal. Donc, des rétroactions positives comme ça qui sont spécifiques au nord puis qui vont avoir... Donc, le nord change rapidement, mais le nord a aussi un gros impact sur le climat global, justement. Oui, exactement. Puis, si on parle du sol proprement dit dans le nord... Ben c'est ça, là, souvent, qu'est-ce qu'on a peut-être entendu parler? Ben dans le fond, c'est le pergélisol. Fait que qu'est-ce qui est particulier aux régions nordiques? C'est le pergélisol. Fait que dans le fond, le pergélisol, c'est quoi? C'est un sol qui va être gelé au moins 2 ans d'affilée. Fait que c'est un sol, dans le fond, qui dégèle jamais. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, dans les régions nordiques, ce pergélisol-là existe depuis des millénaires. Mais avec le changement climatique, mais tranquillement, pas vite, ce pergélisol-là est en train souvent on dit il est en train de fondre, mais c'est pas, il dégèle en fait, parce que c'est surtout du sol avec de la glace dedans. Donc, le pergélisol est en train de dégeler. Fait que ça a plusieurs impacts. Sur les communautés, ben c'est sûr que toutes les structures, les maisons, les routes, c'est un pergélisol comme ça qui était gelé, qui était solide, commence à dégeler. Ben là, la structure de ton sol se défait. Donc, il y a beaucoup de défis en lien avec les bâtiments à ces endroits-là. Vos instruments de mesure à ce moment-là, c'est une question de profondeur au niveau du gel ou C'est moins évident. C'est quand on est avec la télédétection, de voir à travers le sol, c'est moins évident, effectivement. Oui, mais sur place. Mais c'est ça. C'est en allant sur place, mais on est capable un peu de mesurer l'évolution du pergélisol de façon indirecte. Fait qu'on est capable de mesurer, supposons, la température de la surface. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser la température de la surface mesurée par nos satellites. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des modèles climatiques. Un peu quand on regarde la météo. Dans le fond, c'est la météo, les prédictions. C'est un modèle météo qui va nous prédire. Fait qu'on peut utiliser comme ça des modèles souvent climatiques qui vont nous permettre, à partir de certaines observations, des mesures, les mesures satellitaires, d'utiliser un modèle climatique comme ça qui va nous permettre de prévoir ou d'évaluer comment que le pergélisol évolue. Okay. Fait que ça, c'est ça ce qui est intéressant. Puis pourquoi le pergélisol est particulièrement important aussi, c'est que en fait, dans le pergélisol, on a une quantité de carbone phénoménale. Puis ce carbone-là, fait que dans le fond, quand on parle du changement climatique, c'est quoi? Ben, le changement climatique, c'est des gaz, qu'est-ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, qui sont en fait surtout le gaz carbonique, qui sont émis par nos voitures, et puis le CH4, le méthane, le CH4, donc qui sont en lien avec le carbone. Et puis donc c'est ça, donc on a une quantité de carbone phénoménale dans le pergélisol. Puis avec le réchauffement climatique, ben là, il commence à avoir ce qu'on appelle une activité microbienne dans le sol, qui eux vont déminéraliser le carbone. Fait qu'en fait, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ce carbone-là qui était dans le sol, qui était stocké dans le sol, va se retrouver dans l'atmosphère. Et puis donc, c'est du carbone. Il va contribuer encore à l'effet de serre, encore plus. Exact. Fait quand on parle, encore une fois, d'une rétroaction positive, ben, plus qu'il fait chaud, plus que le pergélisol dégèle, plus que de CO2 plus que de carbone qui va être émis dans l'atmosphère, plus qu'il fait chaud, plus que le pergélisol dégèle. Fait encore une rétroaction positive.
Puis ça, ben c'est ça. Fait qu'on sait que le pergélisol est en train de fondre. À quelle vitesse? C'est pour ça qu'on fait de la recherche là-dessus. Puis à quelle vitesse le carbone est rejeté dans l'atmosphère? Ça aussi, c'est une grosse inconnue. Puis c'est ça. Fait que cette fonte-là du pergélisol, c'est considéré comme une bombe à retardement. Là. C'est quand même quelque chose qui pourrait avoir une rétroaction positive là, assez phénoménale. Selon vos recherches, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez permis de savoir un pourcentage de décongélation du sol jusqu'à maintenant? Ce qui s'est effectué avec Ben c'est dur. C'est dur d'avoir un pourcentage. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? Puis ça, c'est moi mon domaine un petit peu là, directement le pergélisol. Oui. Il y a des spécialistes de pergélisol là, qui pourraient vous en parler beaucoup plus. Mais en fait, ce qu'on voit, en fait, il y a certains. Quand on regarde dans le sud, dans le fond, il y a plusieurs zones de pergélisol. Il y a qu'est-ce qu'on appelle le pergélisol continu. Fait que ça, c'est des zones plus dans l'Arctique, dans le toundra, où c'est que il y a du pergélisol partout. Puis ça, qu'est-ce qu'on voit, c'est que dans les régions plus au sud de ce pergélisol-là, c'est la couche active qui commence à augmenter. Fait que dans le fond, la couche active, c'est quoi? Fait que le pergélisol, on disait, c'est un sol qui dégèle jamais. Fait qu'on peut avoir là une centaine de mètres de sol qui est gelé. Tout est totalement gelé, mais à la surface de ce sol-là, oui. Où c'est qu'on marche, dans le fond, où c'est qu'on va marcher. L'été, quand il fait assez chaud, donc la température va augmenter au-dessus de zéro. Donc, on va avoir la surface qui va commencer à dégeler. Okay. Fait que dans le fond, qui va fondre, c'est ce qu'on appelle la couche active. Fait que c'est pour ça qu'on peut avoir de la végétation quand même, même si le sol est gelé, mais on a une couche active qui n'est pas gelée en permanence, qui dégèle l'été. Donc, la végétation, peut l'arbustation peut avoir accès à l'eau, donc on a la végétation qui peut pousser. Donc, et puis cette couche active-là, va dépendre de la température d'été surtout, puis différents processus en lien avec la neige aussi, là, mais grosso modo, en fait, on voit qu'avec le réchauffement, la couche active est en train d'augmenter dans le fond. Puis encore une fois, est-ce que c'est bon, c'est mauvais? C'est sûr que ça va mobiliser du carbone, ça on le sait, mais aussi hydrologiquement aussi, ça va changer beaucoup parce que si ma couche active est plus grande, mais là, l'eau peut circuler sur un plus grand espace de sol. Donc, encore une fois, c'est beaucoup de processus complexes qui changent l'écosystème. Puis c'est ça, qu'on n'a pas toutes les réponses, mais ce qu'on voit, c'est que ça change. C'est ça. Fait que ça, c'est pour les zones du nord. Sinon, les zones plus au sud, où c'est qu'on a qu'est-ce qu'on appelle du pergélisol discontinu. Là, c'est ça. Souvent, on a des zones avec du pergélisol, certaines zones pas de pergélisol, mais là, on voit de plus en plus. Puis ça, dans la zone de la baie James, il y a des chercheurs justement au Centre d'études nordiques qui regardent ça. Et on a des zones de pergélisol qui ont disparu. En fait, certaines zones de pergélisol, oui, plus souvent, c'est des petites zones de quelques centaines de mètres carrés, mais c'est des zones qui ont disparu. Dans les 30 dernières années, ils ont été mesurées, puis qu'il y a des zones comme ça qui disparaissent, exactement. Fait que, dépendamment où c'est qu'on se trouve dans le nord, là, il y a différentes manifestations comme ça du changement climatique qu'on voit. Avec ça, selon ce que vous dites, c'est le taux de carbone qui augmente dans l'air. Les émanations. Entre autres. C'est sûr que présentement, la plus grande partie d'émanation de carbone dans l'atmosphère provient de l'humain, donc c'est vraiment anthropique. Oui, c'est sûr. Donc c'est anthropique. Mais c'est ça. Mais quand on dit qu'on est dans un système climatique, puis c'est ça qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'au-delà de ce changement climatique-là, au-delà de l'émission de l'humain, mais après ça, c'est comment que les écosystèmes vont réagir à ce changement-là. Puis, comme on dit, le Nord est particulièrement sensible à ces changements-là. Puis, fait que c'est ça. Fait que présentement, l'augmentation depuis les 100 dernières années, c'est à peu près 1,2 degrés Celsius qu'on dit, mais on sait que ça va augmenter juste avec... Il y a des très bonnes chances. C'est comme on dit, fait qu'on n'est pas sûr. Présentement, il n'y a pas de modèle climatique qui prend en compte cette fonte-là du pergélisol, ou très peu. Okay. Fait qu'on sait pas à quel point que la fonte du pergélisol pourrait augmenter ce changement-là. Fait que c'est pour ça que c'est important de le mesurer, c'est important de le suivre, c'est important de comprendre les processus en lien avec ça, mais ça pourrait effectivement être un phénomène qui pourrait nous rattraper assez rapidement. Si on ouvre une parenthèse au niveau du Sud, oui. Au niveau du Sud, je pense que vous avez aussi, avec vos collègues, dépendamment des doctorats, des post-doctorats aussi,
des recherches qui sont différentes, mais dans lesquelles vous intervenez via la télédétection. Ben, c'est ça qui est intéressant. Moi, la télédétection, j'utilise ça comme un outil, dans le fond. Fait que c'est un outil qu'on utilise là, pour mesurer des variables, pour observer l'environnement. Fait qu'entre autres, on a un gros projet sur le lac Saint-Pierre, qui est un projet, dans le fond, multi-universitaire. Donc, c'est avec l'UQTR, McGill et puis l'Université Laval. Donc, moi, quand je suis arrivé là, comme nouveau professeur, c'est un nouveau projet là, qui est en train de monter. Fait que je disais, on va utiliser la télédétection pour ce projet-là. Fait que l'idée, c'est de voir comment qu'on peut développer l'agriculture durable dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Dans le fond, fait qu'on sait qu'il y a une problématique en lien avec la perche chaude dans le lac Saint-Pierre. Donc, il y a un déclin de la population, entre autres à un certain moment à cause de la surpêche. Mais maintenant, on sait aussi qu'il y a un problème avec l'habitat de la perche chaude. Puis, un des problématiques, c'est que la perche chaude va aller pondre les œufs sur les ce qu'on appelle les plaines inondables. Donc, au printemps, le lac Saint-Pierre va déborder, va être inondé. Et puis, donc, ces zones inondables-là vont être des habitats où c'est que la perche chaude... Exact, peut aller pondre ses œufs là, autour de la végétation. Et puis, fait que là, maintenant, une des problématiques, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculture dans la plaine inondable, normalement, qui devrait être l'habitat de la perche chaude. Et puis, le fait qu'il y ait de l'agriculture, ben, c'est une perte d'habitat, évidemment, puis une perte aussi de la qualité de l'habitat. Donc, c'est ça. Donc, on avait un gros projet là, pour essayer de comprendre un peu quel est l'impact de l'agriculture sur l'environnement en général, pas juste sur la perche chaude, l'environnement en général du lac Saint-Pierre, mais aussi voir est-ce qu'il y aurait des façons d'utiliser l'agriculture de façon intelligente pour minimiser l'impact là, sur l'écosystème du lac Saint-Pierre. Fait que nous, plus spécifiquement, on utilisait la télédétection pour la qualité de l'eau. Avec la qualité de l'eau, en fait, on voyait très bien en fait l'impact de l'agriculture sur la turbidité de l'eau. Si tu as beaucoup d'agriculture, très peu de couverture au printemps, donc beaucoup d'érosion au niveau de l'agriculture. Oui. Donc là, on voyait l'eau devient très turbide. Donc on a une eau là, qui est chargée de sédiments à cause des pratiques agricoles là, qui vont impacter comme ça. Fait que ça, puis évidemment, là, ça va avoir un impact sur l'écosystème. Donc c'est ça. Donc c'est le petit aspect sur lequel on a travaillé dans ce projet-là. Mais c'est un projet d'envergure. Hein, super intéressant. Oui. Toujours dans la télédétection, il y a d'autres sphères, je pense, où vous pouvez faire des recherches, où la télédétection peut vous aider. Oui, ben exact. Là, depuis que je suis professeur, j'ai éclaté un peu mes domaines de recherche. Et puis, en fait, j'ai un nouveau postdoc là, à Médéo qui, lui, il a fait son doctorat sur l'archéologie, sur l'utilisation de la télédétection pour... En archéologie? Oui, de quelle façon ça fonctionne? Un peu Indiana Jones. Là, oui, c'est ça. En fait, c'est ça. L'idée, c'est d'utiliser de la télédétection. Fait que lui, il utilise des drones. On utilise des drones, dans le fond, qui sont des espèces de petits avions qu'on contrôle avec des manettes, là, avec des appareils photo dessus. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant avec ces drones-là, c'est qu'on peut faire des représentations en 3 dimensions du terrain. Donc, à Médéo, ils utilisent justement les drones avec des représentations 3D pour identifier des sites archéologiques comme ça, donc pour aider là, à retrouver certains sites, mais aussi là, reconstituer en 3 dimensions certains sites archéologiques. Donc, lui, il travaille au Pérou, donc on est en train de faire une demande là, justement pour continuer ses recherches, là, puis utiliser davantage la télédétection pour faire un suivi des sites archéologiques au Pérou. Donc, ça, on espère pouvoir faire ça cet été. Je m'excuse, mais en termes d'image, ça donne quoi lorsqu'on regarde avec la télédétection? Quels sont les éléments qui vont lui permettre de dire « Ah, OK, là, j'ai un site qui pourrait peut-être être intéressant. » En fait, c'est ça. Quand on fait qu'avec ce qu'on appelle la photogrammétrie, donc on prend des photos, on réussit à faire une représentation 3 dimensions de notre surface. Puis en fait, au Pérou, ce qu'on voit, c'est beaucoup des murailles, des murailles ou des murs des anciens bâtiments là, avec des structures au sol. Il y a même des vieilles églises espagnoles là, qu'on peut des vieilles structures d'églises espagnoles qu'on peut voir. C'est ça. C'est ces structures-là en 3 dimensions qu'on est capable de voir. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire dans les prochaines années, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un GPR, un Ground Penetrating Radar. Fait qu'on va utiliser les micro-ondes. Grosso modo, ça nous permet de voir à l'intérieur du sol. Fait qu'on peut voir jusqu'à 2, 3, 4 mètres, là, selon les caractéristiques du sol. On peut voir jusqu'à l'intérieur du sol. Donc ça, sachant qu'il y a un site archéologique potentiel, donc on peut mesurer, en fait,
à l'intérieur du sol pour identifier est-ce qu'il y a d'autres bâtiments ou il y a d'autres murs, comme d'autres fondations comme ça. Fait que c'est quand même trippant. C'est moins mon domaine en tant que tel, mais encore une fois, la télévision, c'est un outil, donc on peut faire des trucs comme ça. Puis là, on est en train de développer des projets comme ça, mais plus pour le Nord. Fait que dans le fond, il y a beaucoup de sites archéologiques Inuit ou Naskapi. Et puis, donc, on est en train de travailler avec Parc Nunavik pour développer des méthodes de télédétection pour justement faire un suivi des sites archéologiques Inuit et Naskapi dans le Nord à partir de la télédétection. C'est vraiment fascinant. Il n'y a pas d'autre mot. Fascinant. Ouais, je suis chanceux de faire ça. Mais toutes vos recherches, là, dans le quotidien de monsieur, madame, tout le monde, on retrouve ça de quelle façon? C'est quoi l'impact dans leur quotidien? Ben, c'est ça. C'est sûr que tu sais, quand on parle du changement climatique, on a l'impression que c'est loin de nous, tu sais, mais de plus en plus, on le voit, ça a des impacts, puis ça va avoir des impacts à moyen et long terme. Fait que c'est important. Donc, nos recherches, en fond, permettent de vraiment bien comprendre ou mieux se préparer à la limite à ces changements-là qui vont arriver. Fait que dans le fond, là, ils sont rendus inévitables. Et donc, c'est ça. Donc, quantifier les différents impacts des différents écosystèmes, quantifier comment que ce changement-là va arriver. Entre autres, en utilisant la télédétection. C'est à ça que ça va servir, dans le fond. Fait qu'il faut pouvoir se préparer, dans le fond. Et intéresser les gens à s'intéresser à ce phénomène-là qui est vraiment réel. Bien, c'est ça. Je pense que les gens savent que c'est réel. Puis c'est sûr que qu'est-ce qui est bien avec la télédétection, c'est qu'on a vraiment des images qui parlent. C'est vraiment évident. Donc, on a des images. Comme cet été, il y a eu un feu. Il y a eu un feu dans le parc national de la rivière Korok. Puis, tu sais, fait qu'une image comme ça de satellite avec un feu, puis tu sais, les Inuits, ils n'ont jamais vu ça, le feu dans cette région-là. Okay. Donc, ça, c'est parlant. Fait qu'effectivement, tu sais, la télédétection peut être un agent d'information, un agent peut-être de divulgation très important aussi pour sensibiliser la population à ces changements-là qui arrivent vraiment rapidement, vraiment plus rapidement qu'on pourrait le croire. Bien, c'est sur ça qu'on va conclure l'émission. Un grand merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci, Luc. Je remercie également l'Université du Québec à Trois-Rivières, campus de Drummondville, pour son étroite collaboration. À vous, mesdames, messieurs, revenez-nous la semaine prochaine. Pour une prochaine émission, Cultiver son savoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.